Ce débat d'orientation budgétaire vient alors même que nous n'avons pas encore la totalité des chiffres fournis par l'État, notamment concernant un certain nombre de dotations. C'est donc avec énormément de prudence que nous abordons cette section financière, cette section budgétaire, qui nous amène ce soir à débattre du débat d'orientation budgétaire, mais qui nous amènera, en tous les cas, désormais avant donc le 17 avril, à débattre sur le projet de budget 2011. Ces inconnus sont liés pour partie aux réformes en cours, et plus particulièrement la réforme de la taxe professionnelle qui n'existe plus depuis le 1er janvier 2010, mais comme vous vous en souvenez, pour l'exercice 2010, c'était pas trop compliqué, puisqu'on nous avait tout simplement dit, vous prenez les chiffres de recettes de TP de 2009, que vous majorez de 2%, et vous avez donc le montant de votre recette fiscale pour 2010. En 2011, c'est un peu particulier, puisque depuis le 1er janvier, nous sommes véritablement sous le nouveau régime de la contribution économique, donc territoriale, et qui fait que nous allons, en tous les cas, véritablement à la fin de l'année, nous aurons connaissance du produit exact de ce nouvel impôt. Là, nous sommes un peu dans l'expectative, nous sommes un peu dans l'inconnu, bien que, je dois le dire, depuis maintenant un certain nombre de mois, nos services financiers se sont aventurés sur cette évaluation de notre futur impôt, donc de cette future CET, mais nous ne sommes là que sur des approximations, et encore une fois, quand on est sur des masses de l'ordre de 15 millions d'euros, on le verra tout à l'heure, l'approximation de 1%, ça a une incidence forte sur notre budget. Donc, premier élément, l'inconnu, nous n'avons pas encore à la fois les chiffres exacts et précis de toutes les dotations, et nous n'avons pas encore, de façon certaine, le produit du nouvel impôt économique. Alors, en fonction de cela, eh bien, nous avons donc bien évidemment travaillé. Simplement vous dire que la dotation globale de fonctionnement de l'État, en tous les cas les concours, sont gelés. La DGF sera identique à celle donc de 2010. Bon, chers collègues, cela, il faut bien comprendre que les montants donc de l'État vers les collectivités sur le budget de la nation restent inchangés au titre de l'année 2011, c'est-à-dire que l'État va continuer à verser 97 milliards et demi d'euros sur les comptes de la nation en direction des collectivités territoriales, alors même que la crise économique a entraîné une perte de recettes fiscales pour l'État de 95 milliards d'euros, ceci expliquant bien évidemment le gel des dotations à l'ensemble des collectivités. J'ai souhaité, avec Liam Boyer, que vous soit clairement exposé sur la délibération que vous avez en main, l'ensemble des modifications qui touchent aujourd'hui notre fiscalité, notamment les fiscalités locales, et plus particulièrement vous donner quelques informations sur la nouvelle dotation de péréquation communale et sur les diverses impositions que percevra désormais notre intercommunalité, qui passe à la fois par les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau, les IFER, les modifications tarifaires pour les éoliennes. Je suis sûr que ça intéresse particulièrement le maire de Montferrat, mais on va savoir qu'il y a une modification du tarif sur les éoliennes, mais aussi les modifications tarifaires des IFER liées aux installations photovoltaïques. Et comme vous le savez, sur notre territoire, nous avons un certain nombre de projets de fermes photovoltaïques. Vous reprécisez
les corrections des abattements de taxes d'habitation suite au transfert de la TH départementale vers le secteur intercommunal. Alors, dans le département, sur le département du Var, donc il n'y aura pas d'incidence de ce type, puisqu'il n'y avait pas d'abattement sur la TH départementale. La revalorisation forfaitaire des valeurs locatives, et ça c'est important pour nous, on le verra tout à l'heure. Nous avons aujourd'hui des valeurs locatives qui seront pour 2011 revalorisées de 2%, et on verra tout à l'heure dans notre structure fiscale notamment combien nous avons eu une évolution de notre fiscalité positive par le biais des valeurs locatives qui ont progressé beaucoup plus vite ici qu'ailleurs sur le territoire national. Alors après vous avoir précisé aussi peut-être un mot sur notre coefficient d'intégration fiscale, notre CIF. Vous savez que ce fameux CIF est le coefficient qui permet de valoriser, en tous les cas de bonifier la dotation globale de fonctionnement de l'État. Au plus nous avons un CIF important, au plus proportionnellement l'État va abonder sa dotation globale de fonctionnement. Alors, il faudra dans le futur très vraisemblablement, il ne fera pas ça dans les semaines à venir, mais en tous les cas c'est un chantier que nous pouvons lancer et qui nous amènera très vraisemblablement jusqu'au bout donc de cette mandature, avoir un débat sur notre coefficient d'intégration fiscale qui, après avoir été un des meilleurs parmi les catégories de PCI, les strates démographiques, il a été un des meilleurs parce que nous avions donc beaucoup transféré, notamment le dernier transfert de compétences qui avait été réalisé était le contingent donc du SDIS, que les communes ne payent plus, c'est désormais l'intercommunalité qui a pris en charge par le transfert de compétences donc le contingent donc au SDIS. Depuis, c'était le dernier transfert de compétences que nous avons exercé. Donc depuis, petit à petit, notre CIF est en train de s'éroder. Alors, qu'on soit bien d'accord, qu'on soit bien clair là-dessus, je ne suis absolument pas en train de dire, je le répète pour que les choses soient bien claires, je ne suis absolument pas en train de dire qu'il faut à tout prix continuer à transférer toujours plus de compétences. Je dis simplement qu'aujourd'hui, nous avons, et c'est tout à fait logique, ce sont les effets mécaniques, nous avons un CIF qui a plutôt tendance à s'éroder un peu et que nous aurons donc tout intérêt, je pense notamment peut-être à la mutualisation d'un certain nombre donc, de services, nous aurions peut-être tout intérêt à nous pencher sur une nouvelle réflexion sur le CIF qui, encore une fois, va nous permettre d'abonder notre budget par une DGF qui elle-même sera améliorée. Ceci posé pour le contexte général, en venir très vraisemblablement maintenant sur le contexte financier local, avec, j'ai souhaité que l'on puisse aussi vous présenter l'évolution. C'est parfait de parler, d'entamer un débat d'orientation budgétaire pour s'orienter vers l'avenir, mais encore faut-il savoir d'où l'on vient. Donc j'ai souhaité, avec Liliane Boyer, que nous puissions vous présenter un certain nombre donc, de slides et qui vont reprendre d'ailleurs l'évolution depuis le compte administratif 2006, qui nous donne donc une visibilité sur les 5 derniers exercices. En ce qui concerne la section du fonctionnement, sur la période 2006-2010, qu'a-t-on constaté au niveau de notre intercommunalité? Les dépenses de fonctionnement ont progressé en moyenne annuelle de 6,3%, tandis que nos recettes ont progressé, elles, au rythme moyen de 5,4%. On a souvent dit ici, en donnant les explications, que nous avions des dépenses qui progressaient un peu plus vite. Vous avez vu, c'est pas énorme, 6,3 comparé à 5,4, mais néanmoins, nous avions des dépenses de fonctionnement qui progressaient un peu plus vite que nos recettes, et ça c'est tout à fait normal, car nous continuions
à avoir des compétences nouvelles et nous avons donc continué à livrer un certain nombre d'équipements et qu'il nous fallait forcément notamment charger en personnel. Alors vous avez néanmoins ici cette courbe qui sont les soldes intermédiaires de gestion hors catastrophe naturelle et qui permettent de voir quelle a été depuis toutes ces années l'évolution de notre épargne brute et de notre épargne nette. Ce qui est extrêmement important de savoir d'abord, c'est de préciser peut-être qu'il s'agit là sur la section de fonctionnement de l'épargne brute et de l'épargne nette, mais hors écriture d'ordre. C'est-à-dire que les amortissements qui étaient de l'ordre de 3,9 millions en 2010 ne sont pas pris dans ces dépenses réelles. C'est pour ça qu'on a des montants qui paraissent extrêmement importants. Mais au-delà du simple montant, ce qui est très intéressant à constater, c'est que notamment depuis l'exercice 2009 et 2010, nous avons une épargne brute, une évolution de l'épargne brute et une évolution de l'épargne nette qui ont été l'excédent en tous les cas, qui a été très largement bénéfique. Il vaut mieux avoir des ratios et des courbes dans ce sens plutôt que dans le sens contraire, vous l'aurez bien compris. Puisque nous sommes dans la section de fonctionnement sur les recettes, vous parlez donc des produits de la fiscalité. Le produit des taxes, l'ancienne taxe professionnelle et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères a progressé de près de 20%. Le produit a progressé de près de 20%, alors que nous avons 2 euros, je vais passer par là. Le produit, de façon plus sérieuse, le produit de notre fiscalité a progressé de près de 20%, alors que vous le savez, nous avons conservé une taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui est figée à 12%. Et notre taux de TP, lui aussi, est figé à 18,96%. Donc si ce ne sont pas les taux qui ont fait progresser les produits de la recette fiscale, c'est forcément, et c'est ce que nous disions tout à l'heure, donc l'évolution de nos bases locatives. Ce sont les bases locatives qui ont entraîné un produit de recette beaucoup plus important, et lequel produit de recette permet donc d'afficher des courbes sur l'épargne brute et l'épargne nette importante. L'évolution de la DGF, néanmoins, ça nous a souvent tendance à dire que la DGF n'évolue pas aussi vite que ce que nous le souhaiterions. C'est vrai. Néanmoins, notre DGF a progressé d'un petit peu plus d'1,1 million en 4 exercices. Donc nous avons une DGF qui, elle aussi, était en constante progression. Souvenons-nous le débat que je lançais tout à l'heure concernant le coefficient d'intégration fiscale. Si nous souhaitons avoir une DGF qui continue à progresser, nous aurons à nous poser la question du devenir de notre CIF. Et puisqu'on parle d'évolution de la fiscalité, voilà, on y vient. Ce slide est intéressant aussi, puisqu'on voit que à la fois la DGF a progressé, de façon parallèle d'ailleurs avec notre taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Par contre, on s'aperçoit qu'entre 2009 et 2010, notre fiscalité, c'est-à-dire feu, l'ancienne taxe professionnelle, a augmenté. Et ça a été la bonne nouvelle de l'année 2010, puisque nous avons eu des rôles complémentaires qui nous ont été adressés, c'est-à-dire de nouvelles entreprises qui se sont créées et qui ont entraîné pour plus de 600 000 € de taxes professionnelles supplémentaires que nous n'attendions pas. Donc plus 600 000 €, ça c'est l'effet nouvelle entreprise. Et puis nous avons eu quelque chose comme, je me tourne vers Christophe, peut-être 700 000 €, c'est ça, de compensation fiscale pour lequel nous avions été, au niveau des estimations sur le budget 2010, nous avions été en deçà. Donc au total, c'est un petit peu plus d'1,2 million
100 000 € que nous avons en taxes professionnelles par rapport à ce qui était prévu au budget primitif 2010. Une évolution de nos recettes plutôt favorable, tout cela va bien si dans le même temps nous faisons nous-mêmes des économies de gestion. Ces économies de gestion, elles passent par une évolution, une maîtrise de l'évolution de la masse salariale. C'est le prochain graphe qui nous est présenté. Vous voyez que nous oscillons depuis 2007 sur un ratio de masse salariale qui est toujours aux alentours de 25%. 25,11% en 2007, 25,19% en 2008, 26,25% en 2009, pour redescendre à 25,71% en 2010. Donc nous arrivons à maintenir notre ratio aux alentours de 25%. Alors bien sûr, notre budget de fonctionnement augmente, mais notre budget augmente, mais dans le même temps, nous sommes obligés, je le disais déjà tout à l'heure, de charger en personnel les nouveaux équipements que nous livrons et aussi d'assumer les nouvelles compétences qui sont les nôtres. Et néanmoins donc, nous maintenons le cap de 25% de la masse salariale. En ce qui concerne donc l'année 2011, nous prévoyons une progression de la masse salariale de l'ordre de 5%, qui est due essentiellement, vous le savez mes chers collègues, au fameux GVT, le fameux effet glissement, vieillesse, technicité. À personnel constant, nous avons une masse salariale qui évolue, tout simplement parce qu'il y a une bonification, et c'est tant mieux, des salaires de la fonction publique, même si elle n'est jamais aussi élevée que ce que l'on pourrait le souhaiter, mais c'est aussi les réussites au concours, les changements d'échelon, les changements de grade naturels de notre administration. On va venir certainement au graphe le plus intéressant de ce débat d'orientation budgétaire qui montre bien l'évolution de nos dépenses de fonctionnement et de nos recettes de fonctionnement. Lors des derniers exercices budgétaires, nous étions tous bien conscients et nous avons tous bien clairement exprimé le fait qu'il fallait faire attention à l'effet de ciseau. L'effet de ciseau, c'est le croisement des courbes entre les dépenses et les recettes. Quand vous avez des recettes qui faiblissent et des dépenses qui augmentent, on a un effet de ciseau qui est fortement préjudiciable. Et on avait pu constater à partir de l'exercice 2007, 2008, 2009, on le voit très bien, on avait la courbe bleue, donc, qui est celle des dépenses, et la courbe rouge, qui est celle des recettes, qui avait tendance à se resserrer. Nous craignions donc cet effet de ciseau. Nous avons eu donc la bonne nouvelle, enfin on a tout fait pour inverser cette tendance depuis le milieu de l'exercice 2009, notamment par rapport à 2010, où vous voyez qu'à nouveau, la courbe des dépenses et la courbe des recettes sont en train de s'éloigner. Alors je le dis avec tout à fait, avec beaucoup d'honnêteté, quid pour les années à venir, quid pour 2011, quid pour 2012, est-ce que nous serons capables de maintenir cet effet d'éloignement de notre courbe des dépenses et de notre courbe des recettes de fonctionnement? Alors nous allons tout faire pour y arriver en maîtrisant nos dépenses de fonctionnement. Je vais vous expliquer les mesures que nous avons décidées, mais il y a l'inconnu, c'est la réforme donc, de l'ATP et le véritable produit que nous aurons sur la contribution économique territoriale. Aujourd'hui, on a plutôt de bonnes nouvelles, on a plutôt de bonnes indications, nous faisons partie, nous avons été cités il y a peu de temps un certain nombre d'ouvrages au niveau national comme étant une communauté d'agglomération qui tirait véritablement profit de cette réforme donc de la taxe professionnelle, tout simplement parce que nous sommes un territoire à économie résidentielle et que cette réforme donc de la contribution économique territoriale a plutôt tendance à favoriser l'économie, les territoires à économie résidentielle plutôt que les territoires qui étaient fortement industrialisés. Alors, on a plutôt de bons indicateurs pour nos recettes futures en matière de contribution économique territoriale.
maintenant, il nous faudra aussi continuer à maîtriser nos dépenses de fonctionnement. Ces dépenses de fonctionnement, comment allons-nous faire pour continuer à les maîtriser? Nous avons cette année encore, et pour la deuxième année consécutive, nous avons demandé à nos services de travailler à budget constant. Pas plus de dépenses dans les services que l'année précédente. C'est un véritable tour de force et je tiens à remercier en votre nom à tous l'ensemble des directions, l'ensemble des directeurs qui sont, comme à l'accoutumée, derrière moi, pour avoir accepté aussi facilement, je dirais, d'avoir joué le jeu, sans qu'il y ait trop de heurts et trop de grincements. Vous savez tous et tous, quand vous préparez vos budgets communaux, il y a toujours l'administration qui vient vous demander, les services qui viennent vous demander, c'est souvent justifié d'ailleurs, des augmentations de crédits pour lancer de nouvelles opérations ou pour pouvoir mieux fonctionner. Et bien pour la deuxième année, nous avons réussi un budget constant, pour ce qui est à périmètre constant, bien évidemment. Alors, comme nous ne maîtrisons pas le côté peut-être inflation qui va, on nous dit que l'inflation devrait peut-être un peu évoluer sur l'année 2011. En tous les cas, la hausse des matières premières qui impacte, vous le savez toutes et tous, nos collectivités, par les fluides, mais aussi tous les appels d'offres que nous lançons. Nous avons donc sur les charges à caractère général, nous allons préparer un budget avec seulement 3% d'augmentation sur les charges nouvelles, donc je le répète, sur le chapitre 11, charges à caractère général, qui sera donc évalué à 18,5 millions d'euros. Et cette évolution à 3% donc de nos charges nouvelles seront là, bien évidemment, pour compenser les hausses que j'évoquais à l'instant. Sur les charges de personnel, le chapitre 012, je vous le disais tout à l'heure, nous avons prévu une progression de 5% à 10,9 millions d'euros. Sur les autres charges de gestion courante, les 65, nous serons cette année encore, et je demande d'ores et déjà aux associations que nous subventionnons de bien vouloir comprendre cet exercice qui est un exercice aussi de rigueur, nous serons sur les mêmes montants de subventions que les années précédentes. 2009, 2010, 2011 n'auront pas vu d'augmentation de subventions, sauf pour la contribution au SDIS, le contingent donc incendie. Ce n'est pas une subvention, c'est une contribution qui nous est donc imposée, mais on sait combien aussi la défense incendie et la défense pour les inondations. On a vu aussi les moyens qui ont été engagés. Le SDIS a été partiellement détruit, les casernes ont été détruites comme celle de Draguignan. La contribution donc, au SDIS augmentera cette année de 1,6%. Nos charges financières sont estimées à 400 000 euros. Les dotations aux amortissements à 4,12 millions d'euros. L'attribution de compensation reversée aux communes, 4,6 millions d'euros. C'est inchangé. L'attribution de compensation pour les communes est inchangée à 4,6 millions d'euros. Et la dotation de solidarité communautaire est elle aussi inchangée à 600 000 euros. Au passage, je vous indique, parce que c'est toujours intéressant de savoir, que le total de ces reversements aux communes représente environ 35% de la fiscalité que nous encaissons, la fiscalité professionnelle, c'est-à-dire la taxe professionnelle qui est désormais, vous le savez, encaissée par l'agglomération. Eh bien, il y a 35% des produits de cette taxe qui sont reversés aux communes. Voilà ce que l'on pouvait dire sur la section de fonctionnement. En matière sur la section d'investissement, le graphe suivant, l'évolution des dépenses d'équipement, où on voit qu'on avait un pic à la fin 2007, un pic d'investissement à 14 millions d'euros. C'est normal, nous étions en fin de mandature, l'ensemble des équipements avaient été lancés et ont été livrés pour l'année 2007. On avait donc eu un pic à 14 millions d'euros. En 2008 et en 2009,
nous étions au début de notre PPI et nous avions des investissements lourds et importants qui nous attendent à partir de 2011. Donc nous avions lissé les investissements de 2008 à 2013 avec un braquet, puisqu'on va attaquer le tour du Haut-Var, avec un braquet plutôt léger en 2008, en 2009. En 2010, nous sommes descendus seulement à 7 millions d'euros. Cela s'explique pour deux éléments. Les deux équipements que nous devions livrer à la fin de l'année 2010, la médiathèque de la Motte et le stade de l'Orgue, ont été retardés. La médiathèque par une procédure donc administrative qui avait été lancée contre le permis de construire. L'affaire est réglée désormais. Et puis des problèmes d'urbanisme concernant le stade de l'Orgue. Là aussi, les choses sont réglées, on va le voir tout à l'heure. Ces deux équipements qui n'ont pu être livrés, dont les travaux n'ont pu commencer, ont fait que les investissements pour l'année 2010 étaient plutôt faibles. Alors rassurez-vous, quand on fera le même exercice l'an prochain, on verra que la courbe des investissements pour 2011 est beaucoup plus importante, avec ces deux équipements notamment qui seront réalisés, plus la poursuite de notre PPI et notamment les travaux de Chabran qui sont déjà engagés et pour lesquels donc des investissements lourds sont prévus au titre de l'année 2011. En regard de l'évolution de nos investissements, on peut passer au graphe suivant, qui est l'évolution du service de la dette. Alors on s'aperçoit, c'est la courbe verte, que notre annuité de remboursement est de l'ordre de 1 250 000 euros. 1 250 000 euros, nous avons une capacité de désendettement qui est de 2 années et demie, ce qui est extrêmement favorable, ce qui est très bien. Mais nous savons que dans les années à venir, nous avons quelques investissements qui nécessiteront des emprunts dont nous avons totalement préservé notre capacité d'emprunt. Je le répète, quand on a seulement 2 années et demie de capacité de désendettement, bon nombre de collectivités françaises aimeraient être dans cette situation. Notre encours de dette est passé de 12 millions à 14 millions d'euros. Alors il y a quelque chose là qui peut peut-être vous intriguer. Pourquoi en 2010, c'est la courbe bleue, les intérêts servis ont baissé et pourquoi le capital a augmenté? Bien, tout simplement parce que, et ça c'est une mission qui est confiée, Dieu sait s'il l'a fait bien, à Christophe Alincourt, notre directeur des services financiers. On négocie dès qu'on a la possibilité, dès qu'on voit que la tendance des taux est plutôt baissière, on renégocie systématiquement notre dette. Et quand on renégocie systématiquement notre dette, bien souvent nous sommes amenés à recapitaliser. C'est pour ça qu'en 2000, on avait renégocié entre 2009 et 2010. Donc on a recapitalisé, ce qui fait qu'on a un peu augmenté notre structure capitale de la dette. Par contre, donc, et c'est l'objet recherché, nous avons baissé les intérêts d'emprunt que nous remboursons.